fortune acquis. C'est là-bas dans le rôle que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et Sola, va bien. Ouh, yo, yo. Et Sola, va bien. La nana est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. Ouh, yo. Et Sola, va bien. La nana est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nul le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Hello, coucou tout le monde. Bonsoir à vous, très chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Je voudrais d'ores et déjà présenter mes sincères condoléances à la communauté, ou du moins au monde des médias gabonais, par la perte ce jour tragique d'un compatriote au nom de Brice Ndong, qui donc était journaliste, je crois, indépendant et qui a fait l'actualité de la dernière année 2025 avec toutes les turpitudes par lesquelles il est passé, le problème avec sa direction de tutelle, ancienne ministre et consorts. En tout cas, c'est à l'occasion qu'on a pu faire la connaissance, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, et bien de ce compatriote-là, et d'apprendre aujourd'hui et bien qu'il est passé de vie à trépas et profondément, je sais pas, c'est grave, c'est inattendu, ça coupe le souffle. Alors je voudrais donc exprimer mes très sincères condoléances à l'endroit de sa famille professionnelle, à l'endroit de sa famille. Voilà. Et vraiment, bien que ne connaissant pas les circonstances qui ont précédé à ce drame, rappeler encore chacun de nous à faire très attention sur la route, parce que lorsqu'on est au volant d'un véhicule, on n'engage pas que sa vie à soi, on engage aussi les vies et bien des personnes qui sont dans le trafic. Donc vraiment beaucoup de responsabilités dans l'usage de véhicules dans notre environnement. Je voulais donc faire cette petite intervention ce jour pour parler de notre actualité et de dire combien je me désole malheureusement de ce qui se passe dans notre pays actuellement, notamment les arrestations de M. Marcel Ibama et de l'autre syndicaliste, le père à la barbe blanche, aux cheveux blancs, M. Edzo, je crois, Ndong Edzo, je crois, qui donc font l'objet d'une interpellation par les forces de sécurité, de police ou des forces de l'ordre, et bien au sujet du mouvement de grève auquel ils ont participé, notamment samedi dernier. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que il est difficile pour moi d'intervenir aujourd'hui sur certains sujets, parce que j'avoue avoir été profondément dégoûtée par la chose publique, la chose politique, le débat public et politique au sortir des élections présidentielles d'avril dernier, 2025. Parce que j'étais profondément convaincue de ce qu'il y avait, eh bien, cette sorte de citoyenneté en partage dans notre pays qui donc se revendiquait de véritables droits citoyens. Et qui donc était de nature à sincèrement permettre à chacun de s'exprimer au titre de cette citoyenneté et de défendre notre idéal commun.
Je me souviens ce jour à la télévision où les Gabonais s'extasiaient de me voir, bien évidemment, dans un piteux état, parce que exaspéré, désespéré de ce que j'entendais dans la défense de ce qui nous a donc été finalement imposé comme constitution, des arguments qui étaient avancés par la partie défenderesse, bien évidemment, de cette constitution. Je me rappelle, je faisais le reproche à l'actuel ministre des Institutions, alors en débat ce soir avec nous autres, de ce qu'il était inadmissible que l'on consacre des droits dans une constitution que l'on juge absolument, eh bien, inattaquable, inaliénable, absolue, et que l'on revienne au travers d'un article greffé enfin de cette proclamation, eh bien, remettre en cause l'absolutisme de ces droits, remettre en cause les garanties de ces droits, aller greffer un paragraphe qui donc donne la possibilité au pouvoir public de remettre en question toutes les garanties fondamentales qui pourtant étaient déclarées et jugées. Les Gabonais m'ont découvert ce soir à la télévision comme une boudeuse. On m'a traité de boudeuse, d'irrespectueuse, d'impolie. Tous les noms sont passés par là. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. D'abord, comment on peut se permettre autant de légèreté dans des questions aussi graves. Ensuite, parce qu'en face de moi, j'avais un professeur d'université, je crois, un docteur, et qui plus est en droit, sauf erreur de ma part. Je n'arrivais donc pas à comprendre la justification de cette remise en cause de ce qui est censé être absolu dans sa revendication et surtout dans, eh bien, le caractère inattaquable, inaliénable, imprescriptible et le fait de lier les pouvoirs publics. D'autant plus que la Constitution, au travers de ses dispositions du titre préliminaire, article 1 jusqu'à 25, précisait de ce que, eh bien, ces dispositions liaient obligatoirement. Lier déjà quelqu'un, c'est une obligation, c'est une mesure de contrainte. Mais quand on ajoute, c'est de la gradation en termes de figure de style, on ajoute obligatoirement, c'est dire l'intention de sacralité de ces droits fondamentaux. Lie obligatoirement les pouvoirs publics. Cela veut tout simplement dire que dès lors que ces droits sont consacrés dans la Constitution, on ne peut pas les remettre en cause. On ne peut pas revenir là-dessus. Ce sont des droits absolus et ce sont des droits imprescriptibles, c'est-à-dire qui n'ont pas de période où ils devraient exister, de période où ils ne devraient pas exister. Ils existent en tout temps, en tout lieu. Et ils sont protégés par des conventions internationales que nous avons acceptées dans notre ordre public interne et que nous-mêmes nous avons décidé d'ériger en sacré, eh bien, dans notre bloc de constitutionnalité. Mais beaucoup de nos compatriotes ne l'avaient pas compris, n'avaient pas compris mon exaspération, n'avaient pas compris mon atteinte, n'avaient pas compris ma tristesse ce soir. Et je me sentais tellement désabusée, et face à des personnes dont je ne pouvais soupçonner la capacité à ne pas interpréter le droit, ou du moins c'est un texte conformément au droit, à ses principes, à ses critères, à ses valeurs. Quelle était la portée attendue? Parce que lorsqu'on dit que le droit à la vie est sacré et que l'on va mettre à l'article 26, alinéa 2, je crois, que ce droit peut être remis en question par une simple décision des pouvoirs publics, alors que préalablement, on a décidé de son caractère absolu. Alors que préalablement, on a dit que ce droit-là lie obligatoirement les pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne peuvent donc pas y déroger, ne peuvent pas revenir dessus. J'avais du mal à comprendre. D'où mon exaspération. Mais nous sommes dans un jeune pays. Et je me dis, ce jeune pays a le droit à l'erreur.
a le droit de se tromper. C'est vrai que j'étais dans une posture à un moment où j'estimais que je n'avais pas de tolérance à accorder à des personnes censées être en capacité de maîtrise d'un certain nombre de choses qui délibérément choisissent de faire autre chose que ce que leur commande la science, acquise par eux. Et donc j'avais cette intolérance absolue, et cette intolérance absolue m'a amené bien évidemment à un dégoût du débat politique, du débat gabonais. C'est pour cela que d'ailleurs, depuis quelque temps, je ne participe plus du tout au débat. Pourtant, je suis invitée, même quand j'étais encore en France, pour participer même à des débats en duplex. Je refuse, parce que je ne trouve pas l'opportunité, l'intérêt de le faire. C'est comme si on participait tous à un jeu où on fait tout semblant de contradiction. Oui, Marlène, elle va venir un peu faire la contradiction. Oui, et puis on va dire que c'est la démocratie qui se joue. Et moi, c'est un petit environnement qui commence franchement à me fatiguer parce que je n'en trouve pas l'utilité. Mais les Gabonais, nous, peuple gabonais, avons choisi d'y aller, avons choisi de fermer les yeux à la raison, de fermer les yeux à l'esprit critique, de fermer les yeux à la contradiction et de dire que nous n'avions pas besoin de tout cela. On a adopté une constitution qui ouvre droit à toutes les exactions que nous considérons exactions aujourd'hui. En réalité, j'ai du mal à me lever aujourd'hui pour venir dire liberté, libérer l'Ibama. Il n'a rien fait. Le droit syndical est constitutionnel. Le droit syndical est prévu par la Constitution. Et nul ne peut entraver, pour quelque raison que ce soit, ce droit constitutionnel. Et c'est un droit, bien évidemment, fondamental. Pourquoi? Parce que l'article 26 de la même Constitution que nous avons tous adopté, bien que je l'ai combattu et que je ne l'ai pas voté, au titre du respect du principe démocratique qui voudrait que la majorité l'emporte et que cette majorité tienne lieu de loi à tout le monde, même à ceux qui l'ont combattu, cet article 26 eh bien, donne l'opportunité aux autorités de revenir sur ces libertés fondamentales tant qu'ils veulent. Quand je le disais que cette constitution consacrait le droit de vie et de mort, donnait au président de la République, par exemple, le pouvoir de droit de vie, d'ôter la vie ou de la donner à qui il veut, de mettre en prison, d'enlever de prison. Les gens ont crié. Peut-être étais-je à ce moment-là dans l'extrapolation, je ne sais pas. Peut-être n'ai-je pas eu les mots justes pour alerter suffisamment sur le caractère dangereux de ce que nous étions en train de faire. Peut-être n'ai-je pas eu la bonne attitude, l'intelligence de parler aux Gabonais pour qu'ils comprennent la dangerosité de ce que nous étions en train d'aller signer. Et pour cela, peut-être là, je peux me dire, je regrette. Et je suis désolée de n'avoir pas été en capacité, peut-être, d'alerter suffisamment, d'expliquer suffisamment ce qui était en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les pouvoirs publics ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que nous-mêmes, nous avons désacralisé les droits sacrés en votant cette constitution. On ne peut pas, dans une même constitution, se permettre autant de contradictions. Dire que les droits sont absolus. Dire que les droits sont inviolables. Dire que les droits lient obligatoirement les pouvoirs publics et aller greffer un petit alinéa, un petit article dans la même constitution, dans la même suite, pour dire que les pouvoirs publics peuvent remettre en cause tout cela à leur appréciation. Parce que dans la constitution, il n'est même pas strictement circonscrit les conditions. C'est à l'appréciation donc des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles ils peuvent décider de remettre en cause ce qui est censé être sacré, ce qui est censé être garantie absolue. Voilà notre pays. Et aujourd'hui, eh bien, quand les pouvoirs publics se servent de la Constitution que vous avez votée, qui est en vigueur actuellement au Gabon,
vous criez. On n'a pas défini la constitution ainsi adoptée comme une dictature. Pourtant, nous vous le disions. Pourtant, nous avons essayé. Nous sommes allés dans les quartiers, dans les villages. Nous avons occupé l'espace public officiel avec le peu de liberté qu'on nous y accordait pour expliquer pourquoi ce n'était pas envisageable. Vous avez dit non, on s'en fiche. Voilà le problème. On ne règle pas les problèmes d'un pays avec les émotions. Moi encore, je pouvais hier me permettre des émotions parce que j'étais dans la contestation. Parce que quand on conteste, quand on est contre, on peut, à un moment donné, arriver à trouver une forme d'exaspération dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Mais ceux qui gèrent, ceux qui gouvernent, et ceux à qui on donne le pouvoir de décision, le peuple gabonais, quand il décide de s'asseoir dans un costume de « je m'en fous », on le dit au quartier, celui qui prend le chemin de « je m'en fous » se retrouve sur le chemin de « si je savais ». Et c'est factuel aujourd'hui au Gabon. Quand je lis les commentaires de plusieurs de nos compatriotes, beaucoup sont sur le chemin de « si je savais ». Beaucoup sont dans le regret. Si certains vont même jusqu'à vouloir ressusciter dans la vie politique Ali Bongo pour le regretter, c'est dire la gravité de la situation que nous traversons aujourd'hui. Pourtant, de notre propre fait, de notre propre responsabilité, les pouvoirs publics actuels utilisent les leviers dont ils ont à leur disposition, qu'ils ont à leur disposition. Regardez-moi la Constitution. Est-ce que le droit machin, oui, dans quelles conditions on peut limiter ça? Ah, l'article dit par nécessité, les pouvoirs publics peuvent décider. On n'a pas défini cette nécessité. On n'a pas défini, circonscrit le cadre. Donc ça veut dire que, pour une raison ou pour une autre, dès que les pouvoirs publics estiment que pour eux, c'est nécessaire de restreindre telle liberté, de restreindre tel droit, de faire comme ça, ils vont le faire. Et ce sera parfaitement légal. Et ce sera parfaitement conforme à la Constitution qui est la loi suprême, qui est la reine mère des lois, qui est la loi en dernier recours, que l'on va évoquer pour même contester les petites autres lois qui existent déjà. C'est la loi fondamentale. Mais si déjà la Constitution admet que les pouvoirs publics restreignent les droits, violent certains droits et remettent en question la sacralité de plusieurs droits, malheureusement pour nous, nous n'avons plus comment vous le dire, de gilet de sauvetage. Et le seul gilet de sauvetage dans ce contexte revient à nous poser la question de notre constitution actuelle. Il faut la changer, nous le disons depuis. J'ai eu l'opportunité de discuter en tête-à-tête avec le président de la République et je le lui ai dit que la constitution actuelle, celle qui a été adoptée, n'est pas bonne. Ni pour le Gabon, encore moins même pour lui. Parce que cette constitution nous impose, bien évidemment, cette situation d'illisibilité gouvernementale, d'irresponsabilité absolue. Les ministres ne portent pas la responsabilité gouvernementale, bien que de département ou à l'échelon départemental du ministère, de leur, je ne sais pas, de leur responsabilité. Ils ne la portent pas. Pourquoi? Parce que la Constitution en a décidé ainsi. Les ministres sont comme des chargés de mission qui obéissent, bien évidemment, à la feuille de route dictée par le président de la République, chef du gouvernement. Chef du gouvernement, qui donc est en réalité le véritable responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Camélia Ntoutoun-Leclerc, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, dans sa tentative éhontée hier de communication justifiant du bras de fer qu'elle gagnerait face au mouvement de nos enseignants qui ont décidé de suspendre les cours, l'a dit
à l'occasion de l'interview, à la suite de ces visites inopinées, si elles le sont vraiment, dans des établissements. Que ce n'est pas moi, c'est le président. C'est le président qui a dit. C'est le président qui a pris les mesures. Donc, elle, sa responsabilité en tant que ministre, elle est laquelle? Parce que techniquement, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, elle n'a pas de pouvoir. Donc, c'est le président que l'on doit voir dans chaque ministère. Et si ça fonctionne mal, c'est le président. Si ça fonctionne bien, c'est le président. Qui en a décidé ainsi, c'est vous, chers compatriotes. C'est la Constitution qui le prévoit. Il est notre chef du gouvernement. Et un chef du gouvernement, c'est celui qui mène la politique de la nation. C'est lui qui est responsable de la politique de la nation. Si on avait été dans l'ancien système, c'est-à-dire dans l'ancienne Constitution, ce qui se passerait aujourd'hui, c'est que le Premier ministre serait responsable de ce qui se passe. Et il devrait à ce moment-là prendre ses responsabilités, travailler avec ses ministres pour trouver le plus rapidement possible des solutions. Ce qu'on essaie de nous rafistoler avec le poste de vice-président du gouvernement pour l'assimiler au poste de Premier ministre n'a rien à voir. Le vice-président du gouvernement n'est pas le Premier ministre de la République bis. Parce que la Constitution est claire. Ce n'est pas au vice-président du gouvernement de mener la politique de la nation. Une seule personne est responsable de la politique de la nation. Dans notre Constitution, c'est le président de la République. Donc, le vice-président du gouvernement, il ne peut même pas être celui-là sur qui on va aller taper pour dire que tout va mal, qu'il réponde. Il va répondre de quoi? Il n'en a pas la compétence. Il ne jouit pas de ses prérogatives. Et la Constitution le délimite. Il est là pour coordonner l'action des autres membres du gouvernement et rendre compte au chef de l'État. Donc, le Premier ministre, le vice-président du gouvernement, conformément à la Constitution, n'a pas de compte à nous rendre. Et nous n'avons pas d'exigence ou de questions ou de problèmes à lui poser, constitutionnellement parlant. Il est là pour veiller à ce que, les différents ministres et les ministères essayent de coïncider dans l'organisation. Il rend compte au chef de l'État. Le chef de l'État lui dit va faire comme ci, va faire comme ça, mais il n'a aucune responsabilité autonome comme un chef de gouvernement l'aurait. Ce n'est pas parce qu'au Gabon, on a juste mis la charrue avant les bœufs, on n'a pas décidé de bien faire les choses correctement, on se retrouve avec la primature, donc qui est la primature qui donc est occupée par le vice-président du gouvernement, et on continue de penser que les attributs sont les mêmes, les prérogatives sont les mêmes, les pouvoirs sont les mêmes. Non. Conformément à la Constitution, j'ai même envie de dire qu'ils sont tous au même niveau, protocolairement parlant, que tous les autres ministres. Il n'y a pas de hiérarchie entre le vice-président du gouvernement et les autres ministres. Parce que chacun a son travail. Seulement celui du vice-président du gouvernement, c'est de coordonner l'action du gouvernement. On l'a déjà expliqué sous Chambrier. Que le pauvre, il n'avait rien à nous expliquer. On ne pouvait même pas lui demander où sont partis les bongos, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire de Lynn Bagné, parce que constitutionnellement, on n'a pas le droit. Donc, constitutionnellement, si on doit demander des comptes à une personne, c'est au président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est la seule personne qui doit nous rendre compte. Ce ne sont même pas les ministres là. Parce que même dans la Constitution, les ministres ne sont réduits qu'à un rôle de, bien évidemment, ce que le président voudrait qu'ils fassent. Donc, en fait, ils n'ont pas une responsabilité gouvernementale. Voilà la Constitution qu'on a adoptée. Bien évidemment qu'il y a quelques jours, j'ai dit qu'il était envisageable d'éjecter du ministère de l'Éducation nationale Mme Camélia Antoutou-Leclerc. Parce que sa présence à ce ministère n'avantage pas la recherche de solutions, ne contribue pas à l'apaisement. Pourquoi? Parce que pour que les gens soient dans une dynamique de recherche de solutions, il faut qu'ils aient un minimum de foi dans la personne avec laquelle ces gens-là discutent de ces solutions.
Mais si on a un ministre qui a fait 5 ans sur un même poste, avec les mêmes problèmes et les mêmes préoccupations connues, qui n'ont jamais été résolues, il y a naturellement que, bien, on ne peut pas demander à ces agents publics de faire confiance à nouveau, 5 ans après, à une même personne qui jusque-là ne leur a pas apporté des solutions. Le live est signalé, s'il vous plaît, essayez de mettre les cœurs, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Donc, c'est grave. C'est même très grave. Et je voudrais encore une fois dire qu'au-delà des débats de personnes, quand on demande l'éviction d'un ministre, ce n'est pas parce qu'on lui en veut personnellement. Même si, ici au Gabon, dès lors qu'on indexe une personnalité publique, un ministre ou je ne sais pas quelle autre personnalité, c'est comme si on l'indexait personnellement. Non, on a le droit, dans notre participation citoyenne, à faire vivre la République, le débat républicain, de dire ce que l'on pense dans la gestion et la gouvernance de notre pays. Et lorsque nous ne l'estimons pas à la hauteur de ce qui devrait être. C'est pour être dans un solutionnisme qui rend compte des réelles préoccupations et qui trouve solution pour que nous sortions tous de la situation de privation de nos enfants dans l'accès à l'éducation. Et je l'ai dit qu'en politique, personne ne naît avec un ministère. Personne n'est façonné pour un ministère. Si on a été ministre de l'Éducation nationale, on peut être ministre des Sports, on peut être ministre de je ne sais pas trop quoi. Donc, pour ne serait-ce que donner l'opportunité de l'apaisement, pour ne serait-ce que se permettre d'être dans un climat de foi dans la personne qui incarne le ministère, il y a besoin de ce remaniement. Il y a besoin. Et personnifier les combats ne traduit pas de la résolution de ces difficultés. On peut personnifier le combat de la crise de l'éducation nationale à la personne de M. Marcel Libama, sans pour autant que cela n'ait d'incidence sur des revendications et sur la suspension de cours. On peut personnifier le combat en la personne de M. Ndong. Cela ne va pas non plus, j'ai envie de dire, dissuader ceux qui s'estiment lésés dans leurs droits et qui pensent que voici venu le temps de la résolution. Nous avons eu une transition de 2 ans. Beaucoup pensaient que cette transition, je me rappelle encore comme hier, comme si c'était hier, quand on nous disait, à chaque fois qu'on essayait de nous permettre une contradiction, à chaque fois qu'on essayait de contester, on revenait à nous dire, ça ne fait que 1 mois, ça ne fait que 2 mois. Et parallèlement, on avait l'autre discours propagandiste. En 2 mois seulement, on a réglé les problèmes d'eux. En 1 mois seulement, on a réglé les problèmes d'eux. Ça fait un moment qu'on n'a plus ces éléments de langage dans les discours de nos politiques. On n'entend plus, d'une part, en 1 mois seulement, on a fait, en 1 année seulement. De l'autre part, on n'entend plus non plus des récriminations de nos compatriotes qui, à chaque fois qu'on essayait d'indexer les difficultés, les dysfonctionnements, les contradictions, ça ne fait que 1 mois, laissez-leur du temps. Ce temps-là, il est écoulé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde se lève. Parce que le temps de la mise à l'épreuve, nous sommes des êtres humains. Aussi élongué que peut être chaque Gabonais, mais à un moment donné, l'être humain avale, et puis arrive à saturation. Et puis n'est plus en capacité d'avaler, de se voir. Le temps d'incubation de la maladie est fini. Et maintenant, là, c'est, voilà, on réagit, quoi que cela nous coûte. Et beaucoup ont pensé que, comme ils ont soutenu le président de la République, eh bien, ils avaient le blanc-seing. Que les affres que nous dénoncions hier ne pouvaient pas, malheureusement, eh bien, je ne sais pas, le live est attaqué. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a un problème d'audio. Dites-moi en commentaire.
saturation et puis n'est plus en capacité. Et apparemment, il y a un problème d'audio. Bon, ok, c'est bon. Dites-moi en commentaire. Alors, chers compatriotes, je voudrais donc dire aujourd'hui, parce que ma journée de travail n'est pas finie, il faut que je continue encore de courir, que notre constitution pose problème. Nous ne pouvons pas continuer dans cet environnement de non-droit, dans un état dit de droit. Nous avons dénoncé au moment où il fallait dénoncer. La majorité, l'écrasante majorité des Gabonais a estimé qu'il fallait le bénéfice du doute à nos autorités et donner l'opportunité de l'épreuve à notre constitution. Aujourd'hui, nous voyons clairement que cette constitution est absolument incompatible avec une certaine idée de démocratie, une certaine idée de république, une certaine idée de citoyenneté. Parce que oui, ce ne sont pas les fondements juridiques qui manqueront demain au pouvoir public pour justifier de leurs actes. Notre nouvelle constitution leur en donne une panoplie. C'est pour cela que je vous invite et je lance à nouveau le message au chef de l'État, président de la République gabonaise. Il est important, Monsieur le Président, de vraiment songer à re-questionner nos fondamentaux. L'être humain étant attiré par la barbarie, l'arbitraire, il est bon de le limiter. Il est bon de sacraliser un certain nombre de droits infranchissables, inatteignables, inattaquables. Parce que lorsqu'on construit un état de droit, on ne construit pas que des droits précaires. Parce que c'est cela que notre constitution consacre aujourd'hui. Une nouvelle notion juridique, la consécration des droits précaires. Tous les droits dits absolus dans notre constitution, tous les droits dits fondamentaux dans notre constitution sont désormais revêtus du caractère absolument précaire. Parce qu'ils peuvent tous être remis en cause, en question. Donc, ils peuvent tous être balayés, bien évidemment, sans pour autant qu'il y ait d'opposabilité sérieuse à cela. Je demande donc qu'en attendant que nous ayons le temps, j'entends que nous sortions à peine d'une période électorale 2025, ça a été référendum avant, juste un mois avant, élection présidentielle, législative, municipale et consorts, je l'entends. Et que cela a un coût. Et qu'on n'a peut-être pas le temps tout de suite et les moyens d'organiser une autre échéance électorale ou une autre révision constitutionnelle, je l'entends. Cependant, est-ce que nous pouvons faire l'effort de considérer que l'article 26 n'existe pas dans la Constitution, de respecter la sacralité des droits fondamentaux proclamés dans notre Constitution et de ne pas soumettre à des privations arbitraires et absolument traductrices d'un environnement de non-droit, d'un état de non-droit ou de ce que plusieurs peuvent légitimement qualifier de dictatorial. Eh bien, notre environnement aujourd'hui, le droit à la grève est un droit. Nonobstant, eh bien, les restrictions possibles
prévu par l'article 26 de notre Constitution, il reste dans l'intérêt du pouvoir public de ne pas s'y accrocher en dernier ressort lorsqu'il se retrouve en incapacité de trouver des solutions politiques. Je voudrais terminer en rappelant que lors de mon dernier live, beaucoup de compatriotes m'ont écrit pour dire qu'il n'était pas seulement de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale ou du ministre ou de la ministre, pour féminiser et être factuel, de l'Éducation nationale de répondre de la crise d'éducation actuelle. Elle incombait tout aussi au ministère de la fonction publique et au ministère du budget. Et que les trois ministères étaient donc responsables de la situation actuelle de nos agents en crise. Et qu'ils devaient donc être de bonne aloi et surtout pour une information complète de rappeler la responsabilité de ces autres-là dans la dénonciation qui était faite du défaut de traitement ou de cette dynamique de promesses encore auxquelles beaucoup ne croient plus depuis quelque temps. Il est vrai que moi j'aime souvent hiérarchiser et cantonner à des responsabilités de cases en lieu et place de les généraliser. Procéder casuistiquement et retenir la plus proche des responsabilités qui peut réellement répondre de ce qui se passe. Oui, les fonctionnaires sont des agents publics comme tout le monde. Oui, les fonctionnaires sont, les enseignants sont des agents publics comme tout le monde. Oui, les enseignants sont régis par le statut général de la fonction publique. Oui, les enseignants sont gérés par le ministère de la fonction publique. Et très concrètement, les préoccupations de ce milieu aujourd'hui sont essentiellement celles gérées par le ministère de la fonction publique. Essentiellement sont celles dont doit répondre le ou la ministre de la fonction publique. Des questions d'avancement, des questions de carrière, des questions de reclassement, des questions de recrutement, de titularisation, de droits relatifs. C'est la fonction publique qui gère ça. Ce n'est pas l'éducation nationale. Il est vrai que pour certaines questions, il y a besoin pour que le ministère de la fonction publique intervienne, que le ministère de l'Éducation nationale aussi, bien évidemment, travaille en étroite collaboration avec le ministère de la fonction publique. Cependant, la responsabilité que je retiens du ministère de l'Éducation nationale, c'est que, au-delà de ce que tous ces agents soient des agents publics, et donc sous la responsabilité statutaire et administrative, et bien du ministère de la fonction publique, il y a qu'ils dépendent d'un ministère qui est leur tutelle, qui est leur autorité, qui est la personne de référence. Et dans un État normalement constitué et organisé, il revient à cette tête, à cette figure, à cette personne incarnant l'autorité et la tutelle de défendre les droits de ses agents. Donc le ministre de l'Éducation ne se limitera pas dans ce contexte où l'on a un État clairement défaillant, où l'on a un État qui ne se lèvera pas de lui-même et où les choses seraient faites de manière normale, où chaque ministère accomplira ses fonctions conformément aux textes les créant. Voilà la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale, la responsabilité du ministre de la fonction publique. Voilà le champ d'action, de mission de ce ministère. On fait comment? Je suis ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, les agents de ce ministère
D'autant plus que l'une des activités pour lesquelles je suis la garante, l'activité scolaire, les cours, l'activité pédagogique est en cause, est suspendue. Je dois me battre, moi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, pour que les situations des miens soient résolues. Peu importe que les gens de la santé rencontrent exactement les mêmes difficultés en tant qu'agent public. Peu importe que les gens de je ne sais pas quel autre ordre rencontrent exactement les mêmes difficultés. Moi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je dois m'atteler à ce que, eh bien, mes agents à moi ne soient pas en quelconque difficulté. Et je dois tout faire pour que leur solution soit trouvée. Et pour moi, c'est la priorité. La priorité pour moi n'est pas de m'occuper de ce qui se passe dans un autre ministère. La priorité pour moi, c'est de me dire, les cours sont interrompus. Ma responsabilité, c'est de veiller à l'effectivité des cours en République gabonaise. C'est de veiller à ce que les programmes soient respectés dans la durée et dans le contenu. C'est de veiller à ce que les enseignants ne soient pas précarisés ou les dernières roues de la carrosse. Pour veiller à ce que, eh bien, nos enfants ne soient pas les sacrifiés. Pour que, bien évidemment, eux n'aient pas les mêmes chances demain d'accès à l'éducation, l'épanouissement, le discernement, la capacité d'autonomie demain et la capacité d'une réelle représentation citoyenne demain. C'est cela mon travail. Donc, cette responsabilité m'incombe lorsque les solutions ne sont pas trouvées. Peu importe que ces solutions soient des solutions imputables à un autre ministère. Mon rôle en tant que tutelle, c'est aussi d'influer dans mon activité gouvernementale pour que, eh bien, les solutions des miens soient trouvées. C'est pour cela que je retiens la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, si le ministre de l'Éducation nationale se rend compte que malgré ses tractations, malgré son travail, malgré le travail qu'elle abat chaque jour pour que la cause de ses agents, des siens, soit entendue au niveau du ministère en charge de l'effectivité d'un certain nombre de revendications et des mesures nécessaires à prendre pour l'effectivité des droits longtemps restés, malheureusement, en situation de privation des agents de l'éducation nationale, ben le ministre prend ses responsabilités politiques. Le ministre prend ses responsabilités politiques. Cela veut dire que vous êtes dans une équipe gouvernementale d'abord qui n'est pas solidaire. Et c'est toute ma crainte de me dire comment vous allez vous retrouver dans une équipe gouvernementale où des personnes en charge de régler vos problèmes conformément à leur statut, à leur ministère, à leur domaine d'expertise et d'expression, délibérément décident de ne pas le faire. Et comment je reste dans cette équipe gouvernementale? Ça veut dire qu'en fait, les gens veulent tout simplement offrir ma tête aux agents qui revendiquent, au peuple qui revendique et qui en attendent des solutions. Parce qu'on a la tête ce ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, si chaque jour elle se bat, elle travaille, elle fait son travail préalable, elle dit voilà, j'ai 10 000 agents et dans les 10 000, nous avons 3 000 qui ont été recrutés de telle année à telle année. Voilà leur situation. Et dans cette situation, on en a qui ne sont pas encore en solde, on en a qui ne sont pas encore affectés, on en a qui ne sont pas encore... Et à mon niveau, au niveau du ministère, moi j'ai fait mon travail, voilà les solutions. Maintenant, c'est vous. Si nous sommes bloqués aujourd'hui, c'est à cause de vous, ministre de l'Éducation, de la fonction publique. Si nous n'avançons pas aujourd'hui, c'est à cause de vous. Et donc, je ne sors pas de votre bureau tant que les problèmes des miens ne sont pas réglés. Parce que quand je sors de mon bureau, il faut que j'ai de quoi leur répondre. Comment leur répondre? Vous devez donc me dire que voilà, nous on a fait notre job, le travail à votre niveau. Donc, les reclassements, est-ce qu'ils sont faits? Les machins, est-ce qu'ils sont faits? Comment on appelle ça? Les rappels, est-ce qu'ils sont payés? Est-ce que vous êtes en capacité? Et maintenant, le ministre de l'Éducation nationale a aussi fait sa part. Et dès que le ministre de la fonction publique a fait sa part, si le problème maintenant c'est au ministre du budget, au niveau du ministère du budget,
le ministre de l'Éducation nationale doit toujours continuer à courir. Parce qu'elle, elle doit faire la pression à la fonction publique. La fonction publique doit faire la pression au budget. Et pour aller même beaucoup plus rapidement et de manière efficace, les deux doivent faire la pression à celui qui reste en situation de privation d'accès final à ce qui est attendu. Voilà comment ça fonctionne. Quand on dit qu'on est tous solidaires dans un gouvernement, c'est cela aussi. Parce que l'échec de l'un, c'est l'échec de l'autre. Malheureusement, on n'a pas cette culture gouvernementale. On a une culture gouvernementale qui voudrait qu'en fait, chaque ministre veut briller seul. Et donc, s'il a l'opportunité de tuer l'autre ou de démontrer l'incompétence de l'autre, il va le faire. S'il faut donc bloquer les dossiers de l'autre, il va les bloquer. Parce qu'il estime que ce n'est pas dans son intérêt que l'autre ministre réussisse et accède à ses droits. Parce que peut-être ce ministre-là travaille. Et comme lui ne travaille pas, il ne voudrait pas que demain on se dise que, ah tiens, tel ministre est arrivé à l'éducation nationale, a résolu les problèmes d'avancement, résolu les problèmes de carrière, de statut, de ceci, et tout a été résolu. Donc on fait comment on appelle, on met les bâtons dans les roues. Dans une équipe gouvernementale, en temps normal, c'est impossible. Parce que tous les ministres sont là pour servir l'intérêt général et non les intérêts particuliers. Et non chacun essayer de sauver son nom, sa notoriété, sa place, pour dire que c'est moi qui suis bien. Servir l'intérêt général. Quand on en a conscience et quand on vient en responsabilité, dans cette conscience, je ne vois pas pourquoi on serait l'obstacle de l'effectivité d'un droit de l'autre. En tant que responsable, en tant qu'humain, en tant que personne qui tient à son nom, à sa personnalité, à une histoire, à l'histoire de sa vie qu'il écrit, si vous vous rendez compte que malheureusement, malgré tous vos efforts, vous vous retrouvez dans une équipe gouvernementale où en réalité, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu, on vous sabote, vous prenez vos responsabilités, vous faites part à qui de droit, vous dites, ben écoutez, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je ne me vois pas continuer dans ces conditions. Parce que d'une part, j'ai des enseignants qui sont dans leurs droits et qui revendiquent leurs droits. Et ce ne sont pas des droits chimères, c'est factuel. On peut le prouver. J'ai fait le travail qui m'incombe en tant que ministre de l'Éducation nationale. J'ai traité tous les dossiers et je sais exactement la situation de chaque agent en situation de vulnérabilité ou de précarité aujourd'hui. Et j'ai fait déjà le travail préalable nécessaire pour que, bien évidemment, ces derniers sortent chacun de cette situation. J'ai fait mon job. Il revient au ministre de la fonction publique de prendre le relais et de concrétiser tout ce que moi j'ai déjà préalablement fait. Et que, finalement, on se solde au travers du ministère de l'économie ou du budget pour, bien évidemment, arriver à la concrétisation ou la matérialisation de ce qui a été préalablement traité et décidé. Et quand c'est fait comme ça, alors, Monsieur le Président, j'ai entrepris des rencontres interministérielles. J'ai déjà essayé d'interpeller mes collègues ministres sur l'impériosité de sortir de la situation qui aujourd'hui nous handicape et qui aujourd'hui fait passer de très mauvais messages tels que l'éducation au Gabon ne fait pas partie des priorités du président de la République, des priorités de la politique de la nation gabonaise, et que l'on est en train de consacrer, eh bien, une volonté d'instituer la médiocrité pour nos enfants et pour les enfants de nos compatriotes, d'autant plus que le peuple nous regarde, et ce peuple sait qu'aucun de nos enfants n'est dans des établissements publics. Donc, nous-mêmes déjà, nous sommes en défaut parce que nous ne faisons pas du tout confiance à l'école de la République. Et nos comportements, dans l'impossibilité pour nous de nous asseoir sérieusement afin de trouver des solutions, pas des promesses, des solutions concrètes, clés à la main, aux situations de nos compatriotes légitimement dans la revendication, eh bien, ça veut tout simplement dire que, bien évidemment, moi, je ne peux pas continuer dans ce contexte. Monsieur le Président, j'ai essayé. Je vous prie de recevoir ma démission. Parce que travailler dans un environnement où on ne peut pas être efficace et où on ne peut pas être en capacité naturellement
de faire son travail, je ne sais pas quel miracle opérer. Je n'en ai pas les capacités. Vous êtes libre d'accepter ou non ma démission. Mais voilà ma démission. Voilà ma démission. Parce que c'est votre nom. C'est votre tête qu'on va demander là-bas. Parce que c'est vous qu'on voit, c'est vous qu'on croit incapable, c'est vous qu'on croit incompétent. Donc si même le président lui-même n'a pas l'initiative de vous demander, voilà, il faut partir. Vous prenez vos responsabilités. Si vous êtes conscient que vous avez fait votre job, sauf si aussi vous n'avez pas fait votre job. Si vous avez fait votre job et qu'il y a il subsiste des blocages qui ne sont pas de votre fait, vous l'établissez. Et en l'établissant, l'autorité doit comprendre le désarroi dans lequel malheureusement vous vous retrouvez et l'impossibilité pour vous d'avancer. Et clairement identifier les responsables. Vous dites voilà, soit le président il prend ses responsabilités pour remettre à leur place les responsables qui se constituent blocage de l'effectivité de ce qui a été entrepris, soit vous partez. C'est simple comme choix, à prendre ou à laisser. Maintenant, si vous voyez que le président n'est pas dans la dynamique d'entendre ce que vous dites, eh bien, vous vous excusez de dire, Monsieur le Président, voilà ma démission. Et vous sortez de là par la grande porte. Vous sortez de là par la grande porte. Mais si vous continuez à rester, c'est deux choses l'une. Peut-être vous ne savez pas l'étendue de votre responsabilité, et donc vous ne vous êtes pas, bien évidemment, attelé à faire en sorte que ce qui relève de votre champ de compétences soit fait et exécuté, soit vous n'avez pas fait le travail préalablement exigé. Et dans ce cas, on reste dans un flou artistique gouvernemental d'excuses et de promesses qui se révèlent parfois fallacieuses, qui se révèlent parfois impossibles de réalisation. Et on a un passif de 5 ans où il y a eu des promesses, où il y a eu des garanties données, des paroles données, où il y a eu cette relation de confiance qui a fini à l'usure par disparaître. Et aujourd'hui, il est absolument inhumain de demander à des personnes qui ont eu confiance hier d'avoir confiance aujourd'hui, alors que hier ne leur a pas permis de justifier de cette confiance déjà accordée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il est bon pour nous au Gabon, dans cette volonté d'asseoir véritablement un état de droit, de changer notre constitution ou de la réviser fondamentalement en y extrayant toutes les dispositions qui viennent être en contradiction avec un certain nombre de garanties considérées absolues. Et surtout, pour que bien évidemment on rétablisse une clarté gouvernementale avec un Premier ministre chef du gouvernement en responsabilité de la politique de la nation et qui en réponde devant le Parlement, contrairement à la formulation actuelle de notre Constitution qui ne permet même pas au Parlement de questionner le responsable politique, puisque le responsable de la politique de la nation, conformément à notre Constitution aujourd'hui, est tout simplement le président de la République. Et si le président de la République est le responsable politique, il n'y a aucune disposition dans notre Constitution qui permette de mettre en cause le président de la République sur la conduite de sa politique nationale. Aussi préjudiciable que cette politique puisse être pour le peuple gabonais, nous n'avons aucun levier qui nous permette de remettre en cause cette politique de la nation. Et le président de la République ne peut jamais en répondre devant le Parlement. C'est la Constitution actuelle. Elle est mauvaise, on l'a dit hier, on le dit encore aujourd'hui. Et j'espère que peut-être avec les effets de sa matérialité, plusieurs de nos compatriotes qui peut-être hier ne percevaient pas la nécessité pour nous de pouvoir, d'alerter sur le caractère très dangereux de cette Constitution, commencent à percevoir un bout de lumière au bout du tunnel pour se dire « Ah tiens, ces gens-là n'avaient totalement pas tort et nous n'étions peut-être pas totalement dans la raison. » C'est aussi ça, une république qui veut se construire. Ne pas penser que les autres sont absolument dans l'erreur, dans la merde. Ça a été ma position. Parce que je vous dis encore une fois, j'avais cette difficulté à intellectualiser le débat lorsque
j'estimais avoir en face de moi des personnes en capacité, ou du moins censées, de par leur qualité professionnelle, de par leur formation, de par leur responsabilité, censées incarner un certain nombre, une certaine idée de bon sens et de vérité falsifiable, c'est-à-dire de vérité scientifique, et qu'ils ne devaient et ne pouvaient y déroger au gré des volontés absolues de plaire à un monsieur, à un homme, à un président, à un chef. Aujourd'hui, plus le temps passe, avec l'apaisement des uns et des autres, je veux espérer que dans notre pays, nous soyons capables de vrais débats et que nous ne constituions personne l'ennemi de l'autre et que nous appelions à la responsabilité des uns et des autres pour dire que nos compatriotes qui revendiquent sont des êtres humains qui ont des droits protégés, bien que des exceptions soient incluses désormais dans la prévalence de ces droits et que les pouvoirs publics disposent d'une marge de manœuvre absolument incontrôlable sur l'usage par eux des restrictions qu'ils veulent bien opposer à ces droits. Il faut continuer donc à se battre et le débat devrait revenir sur la nature de ces garanties censées être absolues, inviolables et lier les pouvoirs publics. Voilà mon expression du jour. Donc le ministère de la fonction publique est bel et bien responsable de la situation actuelle, mais tout comme sans doute le ministère du budget, mais la première responsabilité, à mon sens, incombe au ministre de l'Éducation nationale qui doit faire le nécessaire pour que ses collègues ministres soient en capacité d'entendre les besoins de ses agents à elle, les besoins des agents de l'État agissant dans son secteur. Et si cela devient impossible et que les solutions sont difficilement trouvables, il conviendrait pour Madame la ministre de déposer les armes, de déposer son tablier et de se dire que finalement j'ai essayé, je n'ai pas pu. Elle est encore jeune en ce qui ne concerne que celle actuellement en poste. Donc elle a le temps de sa carrière politique, elle a le temps de tout ce qu'elle peut vouloir faire. Et elle peut même être de nature à convaincre le président d'un redéploiement ailleurs, si tant est que la politique ne se conçoit désormais plus que par le poste politique. Déjà qu'elle en a un, elle est élue de la nation, elle est députée de la République, donc elle peut bien continuer à se battre pour les enseignants au Parlement. Mais non, si elle estime que ce qui est de conseil ce soir n'est pas de recevabilité pour elle, libre à elle et libre aux autorités de donner la dynamique, bien évidemment, qu'elles veulent pour notre pays. Mais comment les choses sont en train de se passer, ce n'est ni souhaitable, ni de nature à être applaudi. Notre pays ne mérite pas cela, surtout pas après les discours de nos militaires, visant à faire autrement que ce que nous constations déjà avec regret hier. Surtout pas après les discours de nos militaires, de rompre avec ce système qui gangrène notre vivre ensemble, qui gangrène la qualité de vie du Gabonais. Surtout pas après avoir promis au peuple gabonais, de lui restaurer, sa dignité. Les Gabonais ne se sentent pas dignes, ne se sentent pas retrouver leur dignité. Et ce fut là les principales promesses de nos militaires venus au pouvoir. Et nous devons tenir la lampe et leur rappeler la nécessité de respecter ces engagements pris solennellement et qui donc ont fait pour beaucoup de nos compatriotes qu'ils soient en capacité d'admettre même ce qui pour eux était inadmissible, un coup d'État. Et ce qui a fait que malgré les offres différentes et les alternatives présentées, ils décident de faire confiance à ces personnes qu'ils découvraient et que bien évidemment ces personnes, leur promettant la dignité humaine, puissent y accéder. C'est tout simplement cela. Et quand on met
un syndicaliste, soit-il en retraite, en prison, c'est envoyer un message contradictoire avec celui d'un état de droit, celui d'un état libre et libéré. Pourtant, c'est ce qui nous a été chanté. Nous voudrions, en tout cas, je souhaite que nous soyons conséquents avec nos discours, nos déclarations, surtout lorsqu'elles sont publiques, lorsqu'elles sont mondialement écoutées. Nous avons besoin que M. Marcel Libama soit libéré, tout simplement. Au-delà de ce que les pouvoirs publics ont le pouvoir de restreindre n'importe quelle liberté, je rappelle que ce n'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut plus militer dans une organisation syndicale. Ce n'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut plus occuper des fonctions ou prendre des responsabilités dans une organisation syndicale. Ce n'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut plus être leader d'une organisation syndicale, surtout à laquelle on a appartenu, de laquelle on justifie d'une réelle expérience dans le militantisme, dans la capacité à tenir et dans la capacité justement à ne pas être vulnérable comme peuvent l'être de jeunes, comment vous le dire, syndiqués, qui n'ont pas l'expérience du combat, qui n'ont pas l'expérience des privations, qui n'ont pas l'expérience du militantisme affirmé et qui ne se détendent que dans le satisfecit de ce qui a été demandé. Donc, rien n'interdit à un ancien de rejoindre pour soutenir ou même pour prendre le leadership du mouvement, un mouvement syndical. Et d'autant plus lorsqu'on y a été membre ou lorsqu'on y a soi-même participé ou lorsqu'on a été membre de la corporation, de ce syndicat. Aller chercher là-bas, c'est chercher des poux sur la tête d'un chauve. Il n'y a rien légalement qui justifierait une interpellation de cette nature. Je voudrais donc en appeler à la responsabilité de nos autorités. Je voudrais en appeler à la cohérence de déclaration de nos autorités avec leurs actes, à l'apaisement. Ce n'est pas un combat politique. Il n'y a point de partisanerie dans ce qui est en train de se jouer dans ce pays. Et les autorités, les pouvoirs publics doivent être au-dessus de la mêlée, au-dessus de nos rumeurs de quartier, au-dessus de nos avis de quartier et considérer que ce sont eux, bien évidemment, les autorités. Et en tant qu'autorité, ils sont en position de prendre la responsabilité de la gravité de la situation et de traiter les problèmes en lieu et place de les incendier, de les activer, d'activer le feu. Parce que mettre les syndicalistes en prison, c'est activer le feu. Brandir la violence, c'est activer le feu. Brandir l'intimidation, les menaces, c'est activer le feu. Et ce n'est dans l'intérêt ni de notre pays, ni de notre jeunesse, encore moins même des autorités elles-mêmes. Parce que cela enverrait un message très dégradant de ce que ces autorités incarneraient aujourd'hui. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Notre pays a besoin de se refonder, a besoin de se reconstruire, a besoin de ses fils et filles. Et nous avons choisi la démocratie, au-delà des restrictions que nous lui imposons qui ne sont pas de droit. Il faut que nous soyons dans un semblant de cet exercice qui nous amène tous les uns les autres à reconnaître les limites lorsque nous avons à agir et à se dire que là, il est peut-être temps que j'entende la version de l'autre et que nous trouvions une solution. La menace n'y résout rien et encore moins l'intimidation. Vivement que nos autorités entendent cela et que nos très chers compatriotes soient remis en liberté et qu'au-delà de brandir la menace, qu'au-delà de brandir la barbarie, des interpellations telles que décrites ces derniers temps, au-delà de brandir la violence sous toutes ses formes, je demande en mon nom personnel en tant que citoyenne gabonaise à Monsieur le Président de la République
à toutes les autorités, à tous les pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités et de ne pas se permettre des bras de fer avec les personnes qu'ils sont censés diriger, gouverner. Gouverner, ce n'est pas un métier de bras de fer avec ses citoyens, ses usagers. Gouverner, c'est prendre les épaules d'un père de famille, pas de n'importe lequel père de famille, d'un bon père de famille. Et un bon père de famille, même en droit, on le dit, c'est celui qui, au lieu de sortir la chicotte pour frapper monsieur et madame tout le monde parce que quelqu'un a parlé ou toussé, questionne. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions? Et on apporte ces solutions. On donne les garanties de faisabilité et on met l'enfant en condition de se déployer. Vive la République, pour que vive le Gabon. Je vous remercie.